Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre road trip. Celui-ci se situera entre le format des chroniques Nihon Bazar et celle de mon voyage, car demande beaucoup plus d'explications. Alors c'est parti. Bien que l'île de Hokkaido soit aujourd'hui nippone, ça n'a pas toujours été le cas. Un autre peuple était là avant, les Ainu. Lors de notre voyage, nous avons pu avoir un aperçu de cette culture et des gens qui la maintiennent vivante. Les Ainu sont le peuple autochtone du nord du Japon. Leur zone d'influence démarrait dans le Tohoku et s'étendait sur toute l'île de Hokkaido, les îles Kuril, l'île de Sakhalin et le sud de la péninsule de Kamtchatka. Leurs ancêtres ont migré depuis l'extrême est de la Russie vers 1300, soit plus de 1000 ans avant le peuple Wa, descendant du peuple Yamato, arrivé par l'île de Honshu. Bien que les débuts de cohabitation entre les deux peuples étaient amicaux et surtout commerciaux, au fil du temps, le Japon commence à dominer la relation et installe de grandes colonies sur le territoire Ainu. Mais étant un peuple animiste qui ne reconnaît pas de droit sur la terre, il laisse donc les Japonais progresser vers le nord, prenant le contrôle des terres abandonnées, généralement sans résistance. Néanmoins, au fil du temps, leur territoire se rétrécissant et les contacts commerciaux devenant de plus en plus inégaux, plusieurs rébellions ont lieu dès le XIIIe siècle et seront toutes perdues par les Ainu. Ces rébellions s'intensifient entre le XVIe et le XIXe siècle face à l'assimilation forcée des Ainu par les Japonais avec la volonté d'uniformiser l'habillement, la religion et l'éducation de toutes les populations du territoire. En 1789 a lieu une des dernières grandes rébellions Ainu, la bataille de Menashi-Kunashir sur la péninsule de Shiretoko, également perdue par les Ainu. En 1799, les peuples à l'est de Hokkaido sont soumis au contrôle du shogun et en 1807, ceux à l'ouest le sont également. Durant l'ère Meiji, le Japon s'attache à réformer le mode de vie Ainu en interdisant leurs rites et coutumes ainsi que leur langue. En 1899, le pacte de protection des aborigènes de Hokkaido assène le coup de grâce à leur culture. Celui-ci visait à apporter une aide au développement des gens les plus pauvres de Hokkaido en s'axant principalement sur l'agriculture. Mais dans les faits, les terres attribuées aux Ainu se révèlent incultivables, les meilleures étant réservées ou déjà occupées par les Japonais. Ne pouvant plus chasser ni pêcher par décret gouvernemental, les Ainu se retrouvent sans ressources, complètement ruinés. Assimilés par la force et par la loi à la population japonaise, beaucoup de Ainu se résignent et s'intègrent dans la société, meurent même sous le drapeau japonais lors de la guerre nippo-russe de 1905 et la Seconde Guerre mondiale. Les multiples révisions du pacte de 1899 faites au fil des années n'aident finalement pas beaucoup les premiers habitants de Hokkaido à relever la tête, le mal étant déjà fait. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a de nombreux changements au Japon, dont son système politique qui bascule dans la démocratie sous le contrôle américain. En 1946, la constitution japonaise rend illégale la discrimination et l'assimilation du peuple Ainu et obtiennent donc les mêmes droits que les Japonais. La même année, l'association des Ainu de Hokkaido voit le jour et leur permet de faire pression sur le gouvernement pour faire revivre leur culture. Néanmoins, le pacte de 1899 a la vie dure car dans les faits, bien qu'illégal, il existe toujours une discrimination envers ce peuple. Vous pouvez voir cette discrimination dans le film Le sifflement de Khotan dont j'avais déjà parlé lors de l'épisode sur la série Kumamiko. En 1979, le Japon signe le pacte international sur les droits civils et politiques qui stipule dans la troisième partie de l'article 27 « S'il existe dans les pays signataires des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. » Néanmoins, le Japon déclare qu'il n'existe pas de telle minorité dans le pays. Pire que ça, en 1986, le premier ministre japonais Yasuhiro Nakasone déclare que le Japon est une nation monoethnique, ce qui provoque un tollé chez les associations Ainu. Mais ceux-ci sont mis pour la première fois sur le devant de la scène internationale l'année suivante à la conférence des Nations Unies sur les peuples autochtones. Il faudra attendre 1997 pour qu'enfin une loi dite « Loi pour la promotion de la culture Ainu et le rayonnement du savoir des traditions Ainu » soit votée à l'unanimité et abolisse totalement l'ancienne loi de 1899. Selon un recensement non officiel fait dans les années 80, il restait encore environ 24 000 Ainu sur Hokkaido.
Ce chiffre représente les gens le revendiquant, étant donné que nombre de personnes se sont totalement intégrées au Japon et ne revendiquent pas leur origine, voire les cachent ou n'en ont juste pas conscience. Car même si devenu totalement illégal, les discriminations existent toujours lors de l'entrée à l'université ou dans le travail. La loi de 1997 prévoyait la création d'un endroit pour développer la culture et faire revivre la tradition Aïnou. Non pas une réserve sur le modèle américain, mais plutôt un endroit distinct d'un parc d'attractions où l'on ferait vivre et poursuivre la vie selon la tradition Aïnou et donc basé sur la préservation de l'environnement. Cela n'a pas empêché de voir apparaître des musées ou des lieux touristiques destinés à la culture Aïnou. On en arrive donc à nos visites sur l'île de Hokkaido. En premier lieu, le Hakanko Ainu Village. C'est une rue du village de Hakanko-han, bordée de magasins de souvenirs et de restaurants. Elle est plus ou moins sortie de terre dans les années 60 et est devenue un lieu touristique prisé pour ses souvenirs en bois sculptés à la main. On peut regretter le côté mercantile de ces installations, néanmoins il faut garder à l'esprit qu'elles sont apparues dans un contexte où les moyens de subsistance des Ainu étaient encore limités. Ils ont donc profité du boom d'après-guerre afin d'attirer les touristes et partager leur culture, tout en cherchant à vivre avec ce qu'ils pouvaient produire. Bien qu'étant hors saison, nous avons tout de même eu la chance de pouvoir voir le spectacle présenté plusieurs fois par jour dans le théâtre Ikor, signifiant trésor en Aïnou. Celui-ci présente les danses traditionnelles Aïnou qui sont reconnues comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2009. Si vous restez plusieurs jours, vous pourrez aussi voir le Yomante Fire Festival se déroulant à 21h de fin avril à fin novembre. Ce sont encore des danses traditionnelles, mais cette fois-ci se déroulant autour d'un feu. C'est une cérémonie dédiée à envoyer l'esprit de l'ours qui a été tué vers le monde des esprits. Nous reprenons la route afin de nous rendre dans la région de Noboribetsu où se trouve le Shiraoi Ainu Museum. C'est principalement un village Ainu construit sur le bord du lac Poroto. Celui-ci a ouvert en 1984, il propose également un spectacle de danse et de musique traditionnelle, mais contient un élément discutable et représentatif d'un certain mauvais goût touristique. On peut y trouver des ours bruns de Hokkaido enfermés dans des cages trop petites avec un tuyau pour permettre aux touristes de leur donner à manger. Ils ont aussi plusieurs chiens de chasse Ainu, aujourd'hui appelés Hokkaido, race qui a été déclarée monument naturel en 1937. Ils sont gardés dans un enclos en béton vraiment limite. Pour cet animal fidèle qui accompagnait les chasseurs Ainu, je trouve que c'est une bien mauvaise reconnaissance que de les exposer dans ces conditions. Passé ce mauvais point, attardons-nous un peu sur la culture Ainu. Étant un peuple animiste, pour eux les dieux peuvent avoir n'importe quelle forme en fonction de leur rôle. Cela peut être des plantes, des animaux, des montagnes ou des phénomènes naturels. Les Ainu croient en l'existence de l'esprit après la mort et pour eux ceci habite tout ce qui existe sur Terre. Tout ce que l'on ressent avec nos 5 sens est causé par ces esprits. Il y a donc des esprits qu'on pourrait appeler communs et d'autres qui sont craints et respectés et sont appelés kamui.
Les villageois expriment donc chaque jour leur gratitude et leurs espoirs via des rituels et des prières. Pour faire une demande plus spécifique à un dieu, on utilisait un ikupasui, signifiant bâton de prière. Ce bout de bois sculpté de divers motifs était trempé dans du saké et permettait au dieu d'entendre la demande. Chaque lignée patriarcale possédait un dessin différent qui était apposé au bout du bâton afin de permettre au dieu de savoir qui faisait la prière. La croyance était que si la beauté des mots de la demande était insuffisante pour le dieu, le ikupasui permettait de combler celle-ci par son ornement. Pour les Ainu, les animaux étaient habités par des dieux, donc lorsque l'animal mourait, le dieu présent retournait au paradis afin de revenir dans un nouvel animal et ainsi continuer le cycle de la vie. Partant de ce constat, lorsqu'ils arrivaient à capturer un ourson, celui-ci était mis en cage et nourri. Une fois l'âge adulte atteint, celui-ci était tué de manière cérémonielle avec des flèches décorées qui sont un cadeau pour le dieu à l'intérieur de l'animal. Celui-ci meurt alors dans une lente agonie, mais pour les Ainu, cette agonie était perçue comme l'extrême plaisir du dieu de pouvoir retourner au paradis. Une fois l'animal mort, sa viande et sa fourrure sont récupérées, les restes étaient enterrés avec de nombreuses offrandes faites à l'esprit qui retourne au paradis. Le même soir, le Iyomante est organisé afin d'accompagner son âme. Autre chose assez visible dans les anciennes photos de Ainu sont les tatouages sur les bouches des femmes. Celui-ci était débuté dès l'âge de 7 ans par des points au-dessus de la bouche faits à l'aide d'un couteau et un morceau de charbon servait à remplir de noir les petites plaies. Régulièrement, des nouveaux points étaient faits jusqu'à atteindre un tatouage quasiment complet. Celui-ci permettait, selon les Ainu, de préparer la femme à donner la vie et protéger également des maladies ou des mauvais esprits. Lorsque la femme se mariait, c'était son mari qui finissait le tatouage et donnait ce style de sourire. Au cours de sa vie, de nouvelles lignes sont ajoutées en fonction du statut, du nombre d'enfants et diverses actions. Ce tatouage permet donc d'avoir des informations sur la vie de la femme qui le porte. Les Ainu ont également une culture de la musique, du chant et bien sûr de la danse. Sur Hokkaido, ils utilisent principalement deux types d'instruments. Le mukuri, aussi appelé harpe buccale, est un instrument très simple fait d'un morceau de bambou et de ficelle. Le tonkori est un instrument taillé comme une cithare japonaise et mesure en général entre 70 et 1,50 m de long et environ 15 cm de large. Il y a 5 cordes et est joué porté en pinçant les cordes avec les deux mains. Les Ainu chantent beaucoup, que ce soit pour les prières, en famille et même pendant le travail quotidien. La danse est également un élément fondamental. Il y a les danses de jeu, de prière, de travail, d'exorcisme ou les danses décrivant les mouvements d'animaux. Généralement, elles se font sans instrument. Seules les voix et les frappements de main les guident. Dans le même temps, ils chantent, imitent des cris d'animaux ou psalmodient des onomatopées. La plupart des danses sont mixtes, mais c'est généralement une activité plutôt féminine. Pour les Ainu, danser est un moment de plaisir qui se partage avec les Kamui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. La culture et l'histoire Ainu est tellement vaste qu'à mon niveau, je ne peux pas parler de tout. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ja, matane!